Ok, donc voilà, je me présentais, je m'appelle Alexandre Leray, je suis graphiste. Et donc l'un des projets dans lequel je travaille, c'est un magazine qui s'appelle Médor, donc qui est un magazine belge d'enquête et de récit, qui a été fondé en 2015, enfin en fait qui a été fondé en 2014 sous forme de coopérative, qui a été imaginé depuis 2012 en termes de projet, et qui est paru pour le premier numéro en 2015, en novembre 2015. Et donc ce projet, en fait, il vient d'où? Voilà, vous voyez quelques images des gens qui ont pu participer à la fondation du projet. Et on va dire que c'est un désir, en fait, de pouvoir avoir un espace médiatique qui permette de faire du journalisme un petit peu plus en profondeur, un petit peu moins sur du show. Initié à la base par un journaliste qui s'appelle Olivier Bailly, et qui avait gagné à l'époque un prix de journalisme qui est le prix Belfius pour une enquête qu'il avait menée, et qui s'est dit, ben, en fait, c'est trop triste, je vais retourner en freelance, et voilà, le prix, je l'ai eu, je l'aurai pas l'année prochaine, et qui était un peu déprimé par cette perspective. Donc voilà, il a réuni autour de lui différentes personnes avec des compétences liées à la presse, que ce soit des journalistes, hein, mais aussi des gens, des graphistes, des gens de la communication, de la comptabilité, etc., etc., pour parler de ce projet qui n'avait encore pas de forme, et qui a pris forme du coup d'abord sous la forme d'un trimestriel papier à partir de 2015, puis ensuite, je crois, en 2019 sous la forme d'un site web également. Donc d'où vient ce projet? En fait, voilà, d'autres personnes de l'équipe. D'où vient ce projet? En fait, c'est l'idée, voilà, comme je disais, d'aller un petit peu plus en profondeur, de pouvoir en fait offrir un espace à la fois qui, dans son ADN, serait belge, parce qu'on a pas mal de presse internationale et plutôt de la bonne presse, voilà, par exemple en France. Mais finalement, il y a assez peu de médias qui s'intéressent à la Belgique, et donc on s'est dit que c'était l'endroit qu'on connaissait le mieux. Euh, donc également, comme je disais, quelque chose qui est plus sur le long cours, moins sur le show. Et donc on a écrit un petit ADN, donc belge, spéléologue, libre, enthousiasmant, inventeur, inclusif, perfectible, digne. Alors je vais essayer d'aller un peu vite parce que j'ai pas mal de slides, je me rends compte par rapport au temps que j'ai. L'image que vous voyez actuellement, en fait, c'est un premier schéma qu'on avait publié sur la structure de Médor. Donc vous voyez en fait tout un tas de petits points noirs sur ce fond bleu, et chaque point représente une personne de la galaxie Médor. Donc on va zoomer un petit peu, et on va voir que par exemple certains de ces points, en fait, ce sont simplement les lecteurs, donc environ 7500 lecteurs au numéro vendu par numéro, dont 2328 abonnés à l'époque, un réseau de libraires, et puis également une espèce de galaxie qui est un petit peu à mi-chemin, donc avec d'un côté l'Assemblée générale, 930 coopérateurs à l'époque, et je crois qu'il y en a beaucoup plus aujourd'hui. Je ne voudrais pas dire de faux chiffres, mais peu importe, je crois qu'on est plutôt dans les 2000 et quelques. Et puis un noyau en fait de fondateurs. Donc la chambre, l'Assemblée générale a deux chambres, les fondateurs, fondatrices, et puis voilà des coopérateurs, coopératrices qui sont voilà, des personnes enthousiastes par le projet. Et puis toute une galaxie de gens qui gravitent autour, que ce soit l'imprimeur, le distributeur, les livreurs à vélo, etc., etc. Voilà un schéma un petit peu plus récent, qui est peut-être un petit peu plus clair que celui d'avant. Donc les deux chambres, l'AG, le CA, et puis au milieu, les cercles qui se superposent, avec plus tout ce qui est la création de contenu, en fait. Donc à la fois le journalisme, l'iconographie, et ce qu'on appelle la sortie d'usine, qui est en fait tous les métiers qui permettent de faire atterrir Médor dans les boîtes aux lettres ou dans les librairies. Voilà un petit peu notre budget. Donc, vous voyez qu'il y a environ 71% qui est consacré en jaune au contenu. Et puis le reste plutôt du coup à voilà, gérer le projet, que ce soit la question administrative, la diffusion, l'infrastructure. Donc quand même un gros 2 tiers est dépensé dans le contenu. Quand vous achetez un Médor à 17 €, voilà, 2 tiers de cet argent va directement au contenu. En fait, moi, je suis graphiste, donc je ne suis pas journaliste.
Et donc, du coup, ce soir, j'aurais voulu vous parler peut-être d'un chantier sur lequel on est depuis le début du projet, autour de la question des outils, puisque peut-être pour m'arrêter un tout petit peu avant ça, sur la question des outils. En fait, quand on a fondé Médor, on s'est dit, mais en fait, quelles sont les garanties qu'on puisse créer un journalisme qui soit en profondeur, qui soit digne, qui soit, voilà, tout ce que j'ai pu lister tout à l'heure dans l'ADN. Et on s'est dit qu'en fait, finalement, on ne pouvait pas offrir d'autres garanties que le fait de mettre une structure en place qui donne les conditions, ou qui donne les conditions d'accéder à cet idéal. Et donc, dans ces conditions, voilà, il y avait par exemple la question d'un salaire décent par rapport à un métier où quand même, les tarifs pour les freelances ne sont pas toujours très élevés. Il y avait également la question des outils. Donc, moi, je viens d'un collectif qui s'appelle Open Source Publishing, et donc 4 personnes sont fondateurs, fondatrices de Médor. Et donc, ce collectif en fait de graphistes s'intéresse à la question des outils libres depuis beaucoup de temps. Donc, quand je dis libre, libre, open source. Et donc, on va dire dans le métier du graphisme des alternatives à Adobe, en gros. Et donc, je voulais vous parler ce soir un petit peu de l'aspect plus visuel de Médor, des maquettes. Donc voilà, donc on est en 2014 et on travaille déjà depuis 2006 dans ce collectif autour de la question du design graphique avec des outils libres. Et on a utilisé tout un tas d'outils, donc des choses qui sont assez connues, des choses qui sont beaucoup plus obscures. Et on a toujours la question en fait de la mise en page qui nous bute un peu. Il y a un logiciel qui s'appelle Scribus, pour pas le nommer, hein, qui est et on va dire une sorte d'alternative à InDesign, mais qui est un logiciel relativement classique et qui nous paraissait un petit peu, comment dire, un petit peu daté dans sa manière de faire. Enfin, c'est presque comme si on était 500 ans en arrière chez Gutenberg en train de placer des blocs dans une page. Mais sauf que nous, on a aussi une pratique du web, par ailleurs dans OSP, et donc on a cette approche qui est un petit peu duale de une fois une approche du design pour le web et une approche pour le papier qui sont finalement assez différentes. Donc on aime beaucoup le web et on a essayé on s'est dit bah tiens on va essayer de faire de la mise en page avec ces outils-là. Donc HTML et CSS et donc évidemment il y a des choses comme ça qui existaient mais qui étaient très liées à des choses beaucoup plus pragmatiques, catalogues de produits, des factures, des choses comme ça, mais jamais pour un magazine ou jamais en tout cas pour de la mise en page. Enfin, très peu. Il y a eu quand même des expérimentations. Faut pas que j'exagère. Et donc il y avait évidemment tout un tas de problèmes pratiques à régler. Donc je vais passer un peu rapidement. Donc ça n'a rien à voir avec Médor, mais c'est une mise en page qu'on a fait avec Open Source Publishing, OSP, qui a été en fait la première brochure qu'on a fait, donc une brochure d'une 60aine de pages, entièrement avec notre navigateur web. Donc c'est-à-dire qu'on conçoit une page web, on utilise la fonction CTRL-P pour créer un PDF, et ensuite il y a tout un tas d'astuces pour l'envoyer chez l'imprimeur, puisqu'il y a des requis techniques, des spécifications techniques à respecter. Alors, pour revenir à Médor, en fait, on a d'abord lancé un numéro 0 autour de la question du vote électronique, qui était une manière pour nous de tester à la fois les outils, à la fois de voir quel lectorat, enfin, si le lectorat par petit cercle pouvait être là en Belgique. Je vais passer assez rapidement sous risque de durer trop longtemps. Voilà. Quelques images de sources d'inspiration, puisque sur l'aspect graphique, en fait, dans notre ADN, il y a belge, et on avait très envie, en fait, de ne pas faire un graphisme qui soit trop, on va dire, trop universel ou trop. On voulait vraiment garder quelque chose de la spécificité de la Belgique. Donc, les vieux magazines ont été intéressants parce que il y a tout un tas de choses intéressantes, comme par exemple ces formes typographiques qu'on ne retrouve pas, par exemple, en France ou en Angleterre. Il y a vraiment une couleur typographique intéressante. Je vais passer un petit peu plus vite là-dessus. Et donc, pour plonger un petit peu plus dans le vif du sujet, voilà, aussi des typographies, quelques-unes qu'on utilise dans notre projet.
Cette fonte est assez rigolote. N'hésitez pas à me dire si je suis trop long parce que j'ai tendance à être trop long. Juste pour dire un mot dessus, en fait, c'est une fonte qu'on a créée au lancement du magazine et on va dire que c'est une sorte de collection d'emojis, mais qui sont vraiment du coup belges pour le coup, puisque c'est des morceaux de logo bien connus en Belgique. Et donc on utilise aussi ça dans le magazine comme des petits clins d'œil. Voilà, donc Médor, concrètement, en 2015, c'est sorti sous forme d'un magazine de 128 pages, donc un format acétacé, euh, dont la couverture du numéro 1 ressemblait à ça. Et donc, on a eu à la fois un coup de bol et à la fois un coup de pas bol, qui était qu'en fait, la première enquête qui est sortie dans ce numéro, qui s'appelait Les lendemains de la pilule wallonne, qui était une enquête sur une société pharmaceutique liégeoise qui s'appelle Mitra, a fait l'objet en fait d'un procès directement. En référé, donc sans même avoir lu le contenu, en fait, un juge a interdit la diffusion du magazine. Et heureusement, très peu de temps après, on a eu du coup une nuance. Et donc, une autre juge, en fait, nous a donné entièrement raison sur toute la ligne en parlant de censure. Et donc ça a eu un effet, en fait, voilà, un effet stressant de faire vraiment connaître le magazine, puisqu'on a eu beaucoup de relais par la presse. Donc, je passe un petit peu sur le premier numéro et vous pouvez voir du coup à quoi ressemble niveau mise en page ce premier numéro. Donc, ça a un petit peu évolué depuis. Mais pour nous, c'était vraiment un challenge en fait de pouvoir mettre en page un magazine diffusé à 10 000 exemplaires avec des outils libres, avec une méthode qui était totalement nouvelle. Et donc, ça a évidemment posé beaucoup de maux de tête au début, parce qu'il fallait à la fois qu'on apprenne à se connaître avec les autres métiers, c'était le premier numéro qu'on faisait, qu'on apprenne à apprivoiser ces outils, qu'on apprenne, enfin, on a essuyé pas mal de plâtre, mais au final, c'est sorti et on était très contents. Et donc maintenant, on en est à, je crois, 28 numéros, donc la méthode est un petit peu rodée. Pour vous expliquer juste rapidement, donc ça c'est plus un aspect technique, comment ça fonctionne. Donc on a un Nextcloud dans lequel on collecte notre contenu. On a un CMS dans lequel on vient encoder le contenu. On a créé une sorte de mini navigateur qui est basé sur WebKit qui s'appelle OSPKit. Euh, et donc on a voilà, d'autres choses. Et à la fin, on sort des PDF qu'on assemble ensemble. Donc le CMS ressemble à ça. Donc c'est assez classique, ça s'appelle Webtail. Je crois que c'est un projet qui vient aussi un peu de la presse, donc qui est assez bien adapté. Et donc, on a créé une sorte de petit framework qui nous permet en fait de prévisualiser notre mise en page, donc la forme des pages, et qui est en fait qui était en fait à l'époque une manière de pallier un petit peu au manque d'implémentation dans les navigateurs web des spécificités CSS et HTML qui sont en brouillon, mais qui n'ont jamais été vraiment implémentées parce que c'est pas vraiment quelque chose qui apparemment intéresse Google et comme Google ou d'autres firmes, hein, c'est pas les seuls, mais voilà. Donc c'est une sorte de hack en fait, qui nous permet en tout cas de voir notre page. Et ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir avoir une approche en fait visuelle, une approche par le code. Donc on voit un petit peu le fonctionnement, qui nous permet de faire du multipage du coup avec la fonctionnalité CSS Region qui depuis quelques années n'existe plus malheureusement, et c'est pour ça qu'on utilise une vieille version de WebKit. Donc je passe un petit peu. Je crois d'ailleurs que je vais arriver bientôt à la fin de la présentation. Donc voilà, quelques exemples de mise en page. On a également un dépôt GitLab où on essaie de collecter un petit peu des projets qui pourraient servir à d'autres, notamment autour de dictionnaires de césure, autour de la conversion de fichiers RGB en CMJN, autour de la prévisualisation du chemin de fer du magazine ou autour de corrections microtypographiques, hein, qui pourraient être des choses qui éventuellement pourraient intéresser d'autres personnes. Voilà, je vais passer là-dessus. Et je pense que les autres slides, c'est plutôt des images d'ambiance, donc je vais vous les montrer vite fait. Et je pense que je vais terminer ma présentation juste en expliquant peut-être ce sur quoi Médor serait preneur on va dire, comme discussion ou échange avec d'autres participants. Et ce sur quoi éventuellement nous pourrions peut-être apporter quelque chose à ceux qui le souhaitent. Voilà, donc je termine de scroller les images et je vous explique tout ça après. Voilà, donc ça c'est un numéro plutôt cartographie.
Donc là, j'ai montré essentiellement le magazine web puisque je parlais de la question de la mise en page. Bon, ça, c'est encore autre chose. Donc, je vais passer. Et voilà, je pense que les autres choses sont très intéressantes aussi, mais avec le temps que j'ai, je vais arrêter là. Voilà. Et donc, pour revenir un petit peu sur ce sur quoi je pense que nous aurions envie d'échanger avec d'autres personnes, c'est éventuellement des gens qui seraient intéressés par cette méthode de mise en page avec les outils web pour le print. Voilà, donc nous, on a peut-être une petite expérience à apporter là-dessus et en même temps beaucoup de limitations puisque, comme je disais tout à l'heure, en fait, on a très peu de poids sur l'implémentation des fonctionnalités dans les navigateurs puisque c'est quand même pas mal des gros acteurs. Et donc, on cherche d'une manière ou d'une autre à rentrer un petit peu par la petite porte et pouvoir un petit peu agir, ou en tout cas se fédérer autour de ça, parce que je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont intéressées par cette question. Et voilà, ce que nous, on peut apporter, je pense, en tout cas moi, du point de vue de graphiste, c'est un petit peu un retour d'expérience sur comment est-ce que les outils qu'on a mis en place, que ce soit le Nextcloud, que ce soit Element, donc qui est un chat, que ce soit Git, que ce soit HTML2Print, tous les outils en fait qu'on utilise au quotidien et qu'on a peu à peu construit pour collaborer avec les coopérateurs, aussi en interne, entre les différents métiers. Voilà. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là, j'en ai déjà dit pas mal. Merci. Je ne sais pas si j'espère que vous êtes toujours là. Merci.